On va se donner encore quelques secondes avant de commencer. Il y a encore pas mal de gens qui essayent de se connecter, donc on va leur donner le temps d'arriver. À tout de suite. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc c'est avec un très très grand plaisir que nous vous retrouvons après cette période estivale. On espère d'abord que vos congés d'été sont parfaitement déroulés et que vous êtes tous en bonne santé malgré le contexte actuel. Alors effectivement, on aurait vraiment aimé pouvoir continuer ces ateliers virtuels que nous en dehors de la pandémie Covid, mais malheureusement, l'actualité fait que nous sommes toujours dans une période où on a beaucoup de restrictions et nous devons faire extrêmement attention. Donc, nous allons malheureusement continuer à animer ces ateliers dans le contexte Covid actuel. Alors, ces ateliers du GERS, pour la première fois, vont d'abord se dérouler en direct sur Pharma Radio. Alors, c'est une grande première pour nous, ce qui est très bien, et surtout, cela va nous permettre de toucher en simultané l'ensemble de l'écosystème de la santé, l'ensemble de la chaîne de distribution pharmaceutique, les industriels, bien entendu, mais également les grossistes répartiteurs, les pharmaciens d'officine, également des pharmaciens hospitaliers, voire aussi des dépositaires qui peuvent, au travers de Pharma Radio, peuvent se connecter. Vous avez été plus de 800 à vous inscrire, ce qui est presque un record pour ces ateliers. Et nous sommes vraiment très, très heureux de l'intérêt et surtout de la fidélité que vous pouvez nous maintenir. Donc, ces ateliers, on a décidé pour cet atelier de rentrée de refaire un tout petit peu, grâce à l'écosystème Pharma CGDIM, de refaire un peu un point sur l'ensemble de ce qui s'est passé d'abord au cours de l'été, puis ce qui se passe maintenant et ce qui va nous attendre dans les prochaines semaines. Alors, bien sûr, ces données sont des données que l'on continue à transmettre à nos partenaires autorités de santé, puisque le GERS, GIE et GERS Data sont engagés auprès de la DGS, auprès de l'ANSM, du ministère des Solidarités et de la Santé, au niveau de la NSM, grâce à l'ensemble de nos données hospitalières, aux données de prescription avec la Bastine, mais également toutes les données Sell-in, Sell-now, Sell-early, Sell-out, et les données sur les ruptures de stock.
Donc, toutes ces données vont nous permettre d'alimenter cet atelier. Alors, le programme de cet atelier est le suivant. Nous allons tout d'abord faire un point sur la situation en médecine générale. Ensuite, nous ferons un point sur le trafic en officine, voir comment il a évolué, notamment sur les dernières semaines. Ensuite, nous ferons un point sur le médicament remboursable. Également, on traitera de l'article 66 et ce qu'il en est et de son impact aujourd'hui, début septembre. On fera un point sur les ruptures de stock, sur le self-care et on terminera par un point sur l'hôpital et on a décidé d'avoir un focus spécifique sur les produits d'oncologie. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à David Cyr pour le point sur la médecine générale. À toi, David. Merci, Patrick. Bonjour à toutes et à tous. Toujours un grand plaisir de vous avoir. Je dois bien vous avouer que ça m'a manqué un peu cet été. Et non pas le Covid, mais du coup les présentations avec vous. Et de vous savoir toujours plus nombreux. Ça fait plaisir et surtout, on apprécie beaucoup le fait de pouvoir partager cela avec, comme disait Patrick tout à l'heure, avec l'ensemble des acteurs de la santé, parce que du coup, ça permet d'informer et de partager. Sur la situation en médecine générale, petit point, c'était de se dire, est-ce que, une fois le confinement terminé, est-ce qu'on allait rattraper un peu les consultations chez les médecins généralistes? Ce qu'on voit sur les 3 mois qui ont succédé le confinement, juin, juillet, août, au final, le trafic est à -5. Donc, je pense que la question ne se pose plus de savoir est-ce qu'il va y avoir un rattrapage des 2 mois de confinement. Maintenant, c'est de se dire quel va être le trafic en médecine générale sur cette rentrée. Et on voit quand même globalement que par rapport aux années passées, le trafic est en baisse. Ce qu'on voit également, c'est que c'est valable aussi chez les spécialistes, puisqu'on a une baisse aussi de l'activité qui est différente selon les spécialités. Et on va le voir dans quelques instants. Mais surtout, un petit point sur la téléconsultation. On avait vu l'explosion de la téléconsultation qui rentrait dans les pratiques pendant le confinement et on voit qu'elle se stabilise depuis le mois de juillet, puisque là, on est flat autour de 3% des consultations. Alors, c'est à relativiser par rapport, quand on voit au pic de 28%, c'est qu'aussi le nombre de consultations, et même s'il est en dessous de 2019, est quand même plus élevé qu'en début. On tourne à peu près sur 500 000 consultations par semaine en médecine générale. Quand on regarde ce qui se passe sur les spécialités et le retour du trafic ou non selon les spécialités, comme vous pouvez le voir, on a un début de rattrapage. On l'avait vu pendant le confinement, ça avait fortement chuté. Donc là, on est vraiment en augmentation plus importante sur ces 2 spécialités-là. Et puis ensuite, on est négatif sur l'ensemble des 6 autres spécialités, quasi stable sur neuro, endo et gastro, et puis gynéco, rhumato et psychiatre en fort recul. Le psychiatre, rappelez-vous, pour ceux qui nous suivent depuis le début, était en consultation très important pendant le confinement. Donc, on voit un retour à la normale qui se fait lent par rapport justement à ce Covid. Et on voit tout ce qui tourne autour du numérique et de la téléconsultation, ça met encore du temps pour rentrer dans les us et coutumes des médecins comme des patients. Alors, bien sûr, un point sur le Covid. Tout le monde parlait de cette 2e vague. Globalement, ce qu'on voit et ce qu'on observe tout l'été, ce qu'on a observé tout l'été, c'est que globalement, le Covid est resté avec nous cet été, quoi qu'on en dise. Et c'est vrai que le nombre de nouvelles présomptions augmente fortement depuis la rentrée, aussi bien en première présomption qu'en 2e consultation. Mais ce que vous pouvez voir en bas du graphique, c'est vraiment la proportion chez les moins de 30 ans qui augmente fortement. Elle a quasiment doublé entre juin et tout début de cette semaine. Si vous prenez le 7 septembre, au-delà du fait que c'était mon anniversaire, mais indépendamment de ça, vous pouvez voir qu'on a quasiment doublé
la part que représentent les suspicions de Covid chez les moins de 30 ans. Et c'est aussi fort lors d'une deuxième consultation, c'est-à-dire qu'une fois que le médecin avait une présomption de Covid, qui revoit le patient et qui remet du coup le diagnostic, on a aussi une évolution plus importante chez les moins de 30 ans, du fait de cette volonté aussi d'être festif et de difficulté à utiliser le masque toute la journée. Quand on regarde ce qui se passe sur les tests, on voit aussi que la prescription de tests, que ce soit PCR ou sérologique par le médecin généraliste, est aussi en forte augmentation. On tourne autour de 20 000, 27 000 ou 30 000 prescriptions de tests en médecine générale tous les jours. On a vu que sur le tout début de la rentrée, avant les premiers jours de septembre, on est monté jusqu'à quasiment 35 000 tests. C'est ce qu'on avait tout début août. Donc, effectivement, une volonté de se tester de manière importante. Par contre, quand on regarde ce qui se passe en pharmacie, ben, globalement, depuis l'apparition au JO le 11 juillet, qui donnait la possibilité aux pharmaciens d'utiliser et de faire les tests TROD Covid-19, et ben, globalement, on tourne autour de 7 000, 8 000 tests par semaine, qui fait que du coup, à fin août, on tourne autour de 46 000 tests pratiqués en officine sur ces TROD Covid-19. Alors, un petit point sur les diagnostics viraux de cet été. Ce qui rend, et je vous avoue qu'on a beaucoup de questions, plus Patrick que moi, mais beaucoup de questions sur quelle va être la saisonnalité pour toutes les pathologies hivernales, est-ce qu'il va y en avoir ou pas. Et c'est vrai que cette année, on ne peut pas se plonger dans l'historique parce que globalement, ce qu'on vit dans l'usage du gel hydroalcoolique, dans la distanciation, dans le port du masque, fait qu'on n'a pas de passé. Par contre, on a besoin de traiter la donnée le plus rapidement possible pour pouvoir se dire, prenons au jour le jour ce qui se passe pour essayer effectivement de pouvoir anticiper ce qui va se passer demain. Et c'est vrai que quand on regarde les diagnostics viraux de cet été, vous pouvez voir, on a sorti une vingtaine de diagnostics qui ont fortement chuté sur cet été. Et donc, effectivement, vous avez, certes, la varicelle, mais surtout tout ce qui va être ORL, les bronchites, les laryngites, les bronchiolites, les pharyngites, les sinusites. Donc, toutes les pathologies hivernales, on est entre moins 60 et moins 40. La gastro-entérite, moins 37%. Donc, comme vous pouvez le voir, on a sur cet été, diagnostiqué par le médecin, une chute très importante de ces pathologies-là. Un petit point sur l'activité officinale, ou plutôt un grand point, le trafic. Trois régions qui ont souffert en officine sur le trafic. L'Île-de-France, avec clairement un poumon sur Paris qui a effectivement été très fragilisé cet été en trafic. On aurait pu penser ou rêver, moi je suis plutôt parisien, et donc du coup c'est vrai que je me disais peut-être une partie de la province viendrait profiter du fait qu'il y a moins de touristes étrangers sur Paris pour profiter de ces monuments. Le fait est que pas tant que ça. Donc c'est vrai qu'on a un trafic sur Paris qui est sur ces 3 mois d'été, juin, juillet, août, qui est de l'ordre de moins 20%, quand sur le total de la France, on est à moins 3% en termes de trafic. On a aussi un trafic faible en Corse et en Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, c'est vrai que Centre, Val-de-Loire et Bourgogne-Franche-Comté, on a quasiment un trafic légèrement supérieur à la ligne de flottaison. Quand on regarde ce que ça donne par rapport aux typologies du Gers, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on va avoir l'officine de proximité qui a une baisse du trafic importante. Et puis surtout, tout ce qui va être profil entreprise et multispécialiste, donc plutôt dans les grandes villes, hors Paris aussi, où on va être entre moins 5 et moins 6%. Et par contre, sur des pharmacies où il y a des déserts médicaux, où effectivement, on va être plutôt sur le profil éthique ou opportuniste, on a un trafic qui est quasiment revenu à l'équilibre, moins 1, moins 2, sur ces périodes de juin à fin août. Quand on regarde par profil de chiffre d'affaires des officines, en fait, vous avez globalement 2 poules de pharmacies. Vous avez les pharmacies de moins de 7 millions et les pharmacies de plus de 7 millions.
Et vous regardez globalement entre les pharmacies de moins de 7 millions, quand on regarde ces juin, juillet, août, on observe un trafic entre moins 2 moins 3%. C'est vraiment comme une photo finish, on est dans un mouchoir de poche. Par contre, dès lors qu'on va être sur des pharmacies à plus de 7 millions, on est sur cette période-là à moins 14%. Donc, c'est vrai, alors qu'à l'intérieur, effectivement, vous avez des écarts qui sont très importants. Donc, si on trace le trait depuis le début de l'année, ou du moins depuis le confinement, sur ces pharmacies au-dessus de 7 millions, effectivement, on a une baisse du trafic qui est très, très, très importante. Par contre, quand on regarde par implantation, bon, globalement, on voit que le milieu rural revient à l'équilibre. On est à 0%, moins 3 sur la périphérie, moins 4 sur le centre-ville, moins 5 sur les centres commerciaux. Il faut savoir que dans toutes ces définitions-là, voilà, si je prends l'exemple du centre commercial, vous avez très bien dans le centre commercial aussi bien les très gros centres commerciaux avec beaucoup de trafic, type le Forum des Halles pour celui auquel on parle en ce moment, mais aussi d'autres dans d'autres régions, mais également des centres commerciaux plus régionaux, plus de proximité. Et on voit que l'implantation résiste quand même globalement, même dans ces centres commerciaux. Alors, quand on regarde par profil, qu'est-ce qu'on dit? Déjà, depuis le début de l'année, globalement, le chiffre d'affaires de l'officine est à moins 1. Globalement, effectivement, ça aurait été toujours mieux que ce soit positif, mais au final, on est sur ces 35 premières semaines de l'année à moins 1% quand on regarde effectivement tout ce qui s'est passé dans l'officine, avec sur les mois d'été, plus 2%. Donc, c'est vrai que petit à petit, on compense l'impact du confinement dans lequel, effectivement, on a eu du moins 7, voire du moins 4 juste après. Sur tout ce qui est issu de la prescription de ville, vous voyez, sur l'été, on est flat, on est à 0%, donc quasiment, on est pas quasiment, mais on est comme l'année dernière, flat. Une année pour l'instant à moins 4, donc on le voit, baisse du trafic chez les médecins, donc baisse des prescriptions. Si vous regardez, il y a la prescription hospitalière qui représente 27% du chiffre d'affaires du réseau officinal. L'année finale est à plus 4, elle était à plus 9 avant le confinement. Donc, on était sur une dynamique de la dispensation de ces produits-là très importante. On est sur des produits qui sont effectivement en valeur faciale beaucoup plus importante. Mais on voit que sur l'été, au final, on est revenu quasiment au niveau du début d'année, à plus 6%. Et le conseil, alors c'est tout ce qui correspond aux non-prescriptions, qui représente 20% sur cette année. Et on le voit, effectivement, revient positif sur l'été avec une consommation sur place. On va voir les impacts que ça a. Mais effectivement, avec les masques, avec les gants, avec le gel, etc., on voit quand même que le chiffre d'affaires du conseil se maintient et on est à plus 1 sur la totalité de l'année, alors qu'effectivement, sur le début de l'année, avant le confinement, on était quand même à plus 7. Donc, on voit que ça résiste, qu'effectivement, on a des fortes différences selon les profils de pharmacie, mais globalement, on a un secteur qui résiste mieux au Covid que beaucoup d'autres secteurs. Patrick, un petit point sur le remboursable, ou plutôt un grand point sur le remboursable? Alors, effectivement, donc, d'abord, le marché, deux mots sur le marché pharmaceutique total, marché pharmaceutique global a été sur le mois de juillet et on retrouve cette régression sur l'ensemble des segments, à la fois le médicament remboursable, sur le médicament non remboursable, sur l'hôpital, donc l'ensemble de ces segments est négatif. Pour le remboursable à proprement parler, l'involution est de moins 1,6% sur le mois de juillet. On reste malgré tout positif en cumul fixe et en cumul mobile. En cumul mobile, on a encore une évolution de plus 1,4%. Alors, cette évolution du mois de juillet s'explique en partie, je dis bien en partie, par un jour ouvré de moins en officine par rapport à 2019. Donc, cela explique en grande partie cette situation.
Alors, quand on regarde ensuite ce qui s'est passé au niveau de l'achat des officines sur le marché remboursable, ben on voit ces différentes périodes. Donc, en juillet, il y avait eu cette reprise au mois de juin et en juillet, donc cette baisse de moins 2%. Donc, on est sur quand même une tendance à l'amélioration par rapport à ce qu'on avait pu connaître sur les mois d'avril-mai. En cumul fixe, on va dire que le marché est assez flat, hein, à plus 0,3%, et en cumul mobile annuel, à plus 1,4%, comme j'avais pu vous le dire tout à l'heure. En ce qui concerne donc les différents segments, donc vous pouvez voir que pour le répertoire exploité remboursable, lui, son involution est de moins 7%, principalement sur les princeps, hein, moins 27%, les génériques, eux, sont à plus de 2,8%. Et on a un taux de pénétration, donc quand on regarde, alors cette fois-ci, on va regarder le taux de pénétration en unité, qui se situe pour le mois de juillet à 82,8%, au même niveau, on va dire, qu'au mois de juin, on le verra sur la courbe suivante. Mais ce qui est surtout intéressant de noter, c'est qu'il y a une légère baisse par rapport au mois de janvier, février, mars, mais que par rapport à 2019, quand on compare juillet 2020 à juillet 2019, ben on se retrouve avec un taux de pénétration des génériques qui est supérieur de 2,5 points par rapport au même mois de 2019. Donc, un impact, bien entendu, de l'article 66 qui se fait vraiment sentir encore malgré cette légère décroissance quand on regarde les mois de 2020. Quand on regarde ensuite le taux de pénétration des génériques, mais sur les produits à marge thérapeutique étroite, là, on se situe aussi à un niveau qui est supérieur à celui de 2019. Tous les mois de 2020 sont supérieurs à 2019. Néanmoins, on retrouve comme pour le taux de pénétration global, une légère baisse entre les mois de juin et juillet sur ces produits à marge thérapeutique étroite. Alors, suivante. Quand on regarde le top 10 des classes remboursables, on retrouve à peu près, il n'y a pas eu de changement majeur par rapport à ce qu'on vous avait présenté avant la période estivale. Donc, la classe qui contribue le plus à la croissance, parmi les classes qui contribuent le plus à la croissance, c'est les antinéoplasiques, la L01H. On retrouve encore les inhibiteurs directs du facteur 10A et les antagonistes des hormones cytostatiques. Également les inhibiteurs de l'interleukine, mais à un niveau quand même nettement inférieur. En revanche, certaines classes sont en décroissance dans ce top 10. Il s'agit des analgésiques non narcotiques antipyrétiques, également des produits anti-néovascularisation et les antiviraux VIH qui sont également en recul. Donc,
quand on regarde ensuite, slide suivante, alors en ce qui concerne, excusez-moi, je pense que j'ai une connexion qui est assez instable, donc désolé pour ces petits dérangements. Donc en ce qui concerne les produits, donc les produits qui sont les plus dynamiques, on retrouve Eliquis qui était troisième en 2019 et qui depuis maintenant de plusieurs mois est à la première position avec une évolution encore très forte à plus 29%. Également dans les produits les plus dynamiques, Imbruvica, Zytiga et Xtandi, principalement comme produits qui appartiennent à la classe des antagonistes des hormones cytostatiques ou les antinéoplasiques. Également pour Eliquis, bien sûr, inhibiteur direct du facteur 10A. Donc, j'espère que vous continuez à m'entendre. Donc, slide suivante. Donc, on a voulu, pour cette session aussi, vous donner une vision sur ce qu'il s'était passé au niveau des variations de prix, et notamment l'impact des baisses de prix, à la fois pour 2019, mais surtout ce qui va se passer pour 2020. Alors, en ce qui concerne l'exécution, donc on a divisé ça en deux parties, l'exécution et la prévision, des variations de prix à fin juin 2020, on s'aperçoit que pour les produits de ville, le rendement des baisses de prix a représenté moins 265 millions à fin juin. Et quand on prend ce qu'il va se passer sur la prévision des 6 mois suivants, n'incluant pas de nouvelles baisses de prix qui seraient à venir, uniquement sur les produits qui ont déjà subi ces baisses de prix, et incluant également les effets reports de 2019, on aura 230 millions supplémentaires, ce qui voudrait dire que pour l'année 2020 à fin juin, on serait sur un rendement de près de 500 millions de baisse de prix pour les produits de ville. Pour l'hôpital, même raisonnement, moins 215 millions de rendement sur les baisses de prix à fin juin, et on attend encore 200 millions d'euros supplémentaires sur les baisses de prix déjà enregistrées pour les 6 prochains mois de l'année. Donc, un rendement de 407 millions d'euros de baisse de prix, soit un total ville plus hôpital de moins 900 millions, à comparer aux 920 millions d'économies qui étaient prévues dans la loi de finances pour 2020, mais ces 900 millions ne prennent pas en compte les baisses de prix qui seraient à venir entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020. Donc, on voit que le rendement est déjà quasiment atteint. Quand on regarde toujours ce qui se passe au niveau de ces économies, on s'aperçoit que la plupart de ces baisses de prix concernent les produits hors répertoire, puisqu'on a 166 millions sur les produits hors répertoire. Ensuite, les princeps sont touchés pour les produits du répertoire à hauteur de presque 77 millions et les génériques pour 22 millions. Et quand on regarde sur le hors répertoire, on a 152 millions pour le hors répertoire, hors biosimilaire et bioréférent. Et pour les bioréférents, on est à moins 13 millions, on va dire, et les biosimilaires, moins 1 million. Donc, là, il s'agit de la situation en ville sur les 6 premiers mois de l'année. À l'hôpital, on a une baisse de prix des baisses de prix qui concernent bien sûr les bioréférents à hauteur de 21 millions. Les biosimilaires sont fortement touchés à hauteur de 80 millions et les autres produits, toutes classes confondues, pour 114 millions. Donc, c'est un suivi maintenant auquel vous pouvez avoir accès et qui sera disponible. Donc, autre point important en ce moment, le suivi des ruptures, et on peut voir qu'au niveau des ruptures, globalement,
la situation s'améliore. On avait eu un pic de rupture pendant la pandémie qui était fortement monté dans les semaines 15, 16, 17. Aujourd'hui, on a, et notamment sur les dernières semaines, la dernière semaine d'août, un niveau de rupture qui est très bas, aux alentours de 1200 références, 1243 exactement, qui sont en rupture, dont 71% qui concernent le répertoire. Donc voilà. Donc, en ce qui concerne les ruptures. Un zoom sur les gels hydroalcooliques qui sont quand même un reflet de ce qui se passe par rapport à la situation Covid. On voit que sur les dernières semaines, il y a eu une forte évolution des ventes de gel hydroalcoolique, que ce soit en unité à plus 18% ou en chiffre d'affaires où on retrouve c'est plus 18%. Il y a un effet prix qui est assez faible. Donc, forte reprise sur ce segment des gels hydroalcooliques. Donc, je vais laisser maintenant la parole à David en ce qui concerne le self-care et la nutrition. Donc, le self-care et la nutrition, donc tout ce qui va toucher au conseil de la pharmacie et à l'accompagnement du patient, du consommateur, qu'est-ce qu'on va observer sur cette période-là? Et bien, globalement, ce que vous pouvez voir, c'est que depuis le début de l'année, on est à l'équilibre par rapport à l'année dernière, 0%, un tout petit peu moins, un tout petit peu plus, mais restons sur 0, avec quand même moins 1 sur cette période estivale, juin, juillet, août, sachant que dans le self-care, vous voyez en dessous, grâce à la base code Bernard, tout le périmètre qu'on a sélectionné, c'est hors dermocosmétique qu'on verra juste après, et on a retiré tout ce qui est masque et gants pour ne pas brouiller la lecture de cette santé familiale. Donc, ce qu'on peut voir, c'est effectivement un marché globalement stable depuis le début de l'année et à moins 1 sur ces mois estivaux. Quand on regarde les 10 premières promesses sur cette période, qu'est-ce qu'on observe? Le segment en croissance douleur et fièvre, qui reste le premier segment du self-care, qui est légèrement en croissance, plus 4%. On a tout ce qui est traitement des plaies antiseptiques, qui est le deuxième segment aussi en légère croissance. Douleur articulaire et arthrose, légèrement négatif, donc il n'y a pas eu reprise du sport. Moi, globalement, c'est sur douleur articulaire, moi je suis assez préservé, et musculaire, mais c'est vrai que pour ceux qui ont voulu faire du sport, bah, du coup, moins 2. Jambes lourdes reste quatrième segment. Puis ensuite, vous voyez 3 segments quand même qui sont restés dynamiques sur cette période. Le sommeil, probablement un produit aussi de la rentrée. Tonus et vitalité, pareil. La nutrition, donc tout ce qui est lait infantile, qui est toujours dynamique, a gagné 3 places depuis le début. Et ensuite, vous allez avoir brûlure d'estomac et RGO, négatif. C'était le 6e segment l'année dernière. Sur cette même période, il est passé 8e. L'équilibre digestif, qui est passé 9e et qui était 7e. Donc, on va voir ces 2 segments, comment ils vont résonner avec éventuellement le questionnement sur cette rentrée et sur l'économie sur le territoire. Et l'anti-moustique, négatif, moins 8. Une des principales raisons, on le verra, c'est l'achat uniquement si besoin. Et c'est vrai que le fait que les uns et les autres ont moins voyagé en dehors de la France fait qu'il y a eu aussi moins d'achats de ce type de produits en prévision des vacances. Alors, quand on regarde le top 20 des laboratoires du self-care, donc pour rappel, vous avez sur la ligne en bas, sur l'axe des abscisses en part de marché, en ordonnée la croissance par rapport à l'année dernière sur ces mois juin, juillet, août. Quand la boule est pleine, c'est un contributeur à la croissance. Quand la boule est vide, c'est que le début d'année est difficile. Et donc là, on est vraiment dans la santé familiale hors dermo et hygiène, donc effectivement hors gel hydroalcoolique. Et donc, vous pouvez voir le tiercé et même le quintet reste le même, avec Sanofi, Lacoper, Procter & Gamble, Pierre Fabre et Johnson & Johnson Santé Beauté. Et puis ensuite, ce qu'on peut observer, c'est Urgo qui, au final, gagne une place, même si effectivement, sur cette santé familiale,
et en décroissance par rapport à l'année dernière. Reckitt Benckiser qui souffre de l'ibuprofène et donc qui recule fortement. Mais si on regarde les boules qui sont en haut du graphique, qu'est-ce qu'on observe? On a Bayer Santé Familiale qui est effectivement en croissance sur ce début d'année, porté aussi par le sommeil, Arco porté par la naturalité, Hartmann par tout ce qui est dispositif médical. Et puis on voit apparaître effectivement qu'on voyait depuis le confinement en première marque d'aromathérapie pure essentielle, et puis aussi du coup GSA avec son portefeuille de naturalité. Donc on voit des perspectives différentes selon les catalogues, selon les positionnements des laboratoires, des offres de soins. On voit que là, même où vous avez des laboratoires qui ont eu des produits très, très pertinents pendant cette période de confinement, pour autant, effectivement, l'été n'est pas florissant. Et donc, c'est vrai que cette rentrée va être musclée en se disant, ben voilà, comment on va pouvoir accompagner au mieux côté industriel la pharmacie, son consommateur, son patient. Et donc, il va voir comment, main dans la main, les uns et les autres vont pouvoir avancer dans cette période incertaine en termes de pathologie et de besoins. Ce qui en ressort malgré tout et ce qu'on voit, c'est effectivement un virage fort sur la naturalité, un virage fort sur la sélection des offres et des marques à l'intérieur de l'officine, à voir effectivement comment ça va se porter sur les semaines et les mois à venir. Petit point sur la dermo. Alors, toujours dans la dermo, c'est toujours particularité, est-ce qu'on met le gel, est-ce qu'on ne met pas le gel? Du coup, on vous a mis les deux. Ce que vous pouvez voir quand même, c'est que le marché ne raconte pas du tout la même chose selon qu'on mette le gel hydroalcoolique ou pas le gel hydroalcoolique. En volume, je trouve que l'écart est toujours impressionnant. Si vous regardez rien que la dernière semaine, juste avant la rentrée scolaire, les quelques jours avant, globalement, quand vous intégrez les gels hydroalcooliques, vous avez une croissance de 14%. Quand vous l'enlevez, du coup, vous avez un marché qui est juste flat. Alors, c'est déjà bien, hein, mais donc, du coup, c'est vrai qu'en fonction de ce qu'on met dans le marché et comment on le définit, et du coup, on a des différences qui sont remarquables. Moins sur le chiffre d'affaires, mais ce qu'on voit sur juin, juillet, août, l'hygiène et la dermo, effectivement, on est sur un marché hors gel hydroalcoolique à moins 4% par rapport à l'année dernière. Donc, on voit que malgré tout, la dermo continue à souffrir depuis ce début d'année, depuis le confinement, dans les habitudes et dans la difficulté du conseil et de prendre en soin sa peau. Quand on regarde le top 20 des acteurs, alors effectivement, pas de gros changements sur le top 5, le top 6 des laboratoires. Par contre, on voit qu'en fait, un certain nombre de laboratoires arrivent effectivement à être dynamiques sur cette période estivale. C'est notamment le cas de Caudalie, c'est le cas de Ducret et de Chlorane, de Sérine également, SVR et Garantia, qui sont, si vous voulez, dans le top 20 des laboratoires, les 6 labos qui font plus ou moins de la croissance sur ce début d'année, avec effectivement toujours Filorga dans le top 20, mais qui souffre de ce Covid, de cette absence de touristes aussi. Et c'est vrai qu'effectivement, glisse de 5 places. Alors, quand même, un petit point sur l'été. Alors, dans les échanges qu'on avait eus avec les uns et les autres avant l'été, on s'était dit, mais est-ce que les gens vont profiter? Est-ce qu'on va avoir de la protection solaire? Alors après, on est toujours dépendant, pour le soleil comme pour les moustiques, de savoir est-ce qu'il va faire beau ou est-ce qu'il ne va pas faire beau. Est-ce qu'il va y avoir de moustiques ou pas de moustiques? Ce qu'on voit bien, c'est que globalement, sur la protection solaire, depuis le mois de juin, on reste négatif. Pour autant, on voit bien qu'on a eu un achat pendant les vacances, un achat sur place qu'on évoquait tout à l'heure. La question qui s'est posée, c'était voilà, est-ce que j'en ai besoin, j'en ai pas besoin? Donc, protection solaire, si on prend juillet-août, on est positif, plus 5%, ça ne compensera pas la perte du mois de juin. Mais globalement, on a eu un été agréable. L'après-soleil aussi, plus 7% sur juillet-août, avec surtout un bon mois d'août. On voit que je pense que cette année, beaucoup sont partis vraiment tout début août
pour souffler un peu et profiter. Et puis, si on regarde les petits désagréments du moustique, ben là, clairement, on avait un achat qui dépendait du lieu où on se trouvait. Est-ce qu'il y a du moustique, pas de moustique? Est-ce que réellement j'avais besoin d'acheter un anti-moustique ou pas? Donc, très peu d'achats en prévention et en préventif. Un segment à -12 sur juin, juillet, août, avec effectivement un été à -5 avec un petit pic sur début août. Et là, sur les tout derniers jours de août, on voit que le marché est en fort recul par rapport à l'année dernière. Patrick, un point sur l'hôpital, ça me fait plaisir de te voir plus proche. Donc, désolé, on a changé de bureau parce que j'ai une connexion qui était assez instable de l'autre côté. Alors, en ce qui concerne les ventes à l'hôpital, quand on regarde le bilan sur les 7 premiers mois de l'année et les achats à l'hôpital, donc on voit que les achats globalement en chiffre d'affaires ont progressé de 3%, avec des périodes vraiment très distinctes quand on regarde ces 7 mois. Autant les 3 premiers mois ont été très, très dynamiques, autant bien entendu pendant la période Covid, on a eu 2 mois qui étaient très, très difficiles avec des involutions de -5, -17%. Et on a eu une reprise dès le mois de juin et un mois de juillet, on va dire, qui est à peu près stable. Donc, au global, sur la période janvier-juillet, donc des achats hospitaliers en chiffre d'affaires qui ont progressé de plus 3%. Quand on regarde au niveau des classes thérapeutiques, les principales classes thérapeutiques qui progressent sont celles que l'on retrouvait avant la période estivale, c'est-à-dire que les antinéoplasiques anticornes monoclonaux progressent fortement à plus 25%, comme les autres, la L01X, les autres antinéoplasiques à plus 18%. On retrouve également les solutés, les solutions standards, la K01B à plus 17%, comme les céphalosporines et les anesthésiques généraux. On a là des produits qui ont été aussi utilisés pendant la période Covid. En revanche, certaines classes sont en involution et pour certaines assez fortement. C'est le cas des immunoglobulines, la J06C, à -8%, comme les antinéoplasiques d'origine végétale, également à -8%, et les héparines à -5%. Au niveau des produits, on retrouve la très très forte évolution de Keytruda, à plus 76% sur la période, sur ces 7 premiers mois de l'année, aujourd'hui pour un produit qui arrive en prix tarif à 428 millions d'euros. Et également la très forte évolution du Darzalex de chez Janssen à plus 89%. Et on retrouve dans les autres évolutions significatives le Cléric de chez LFB à plus 10%, le Revlimid de Celgene et ensuite l'Opdivo de BMS et l'Hymnovid de chez Celgene. En revanche, dans les produits qui enregistrent une baisse sur ces 7 premiers mois, on a le Privigen de CSL Behring, l'Avastin et à un degré moindre, le Lovenox et le Perjeta. Donc voilà en ce qui concerne le bilan des produits. Alors quand on regarde cette fois-ci l'évolution des achats, tout à l'heure on était en chiffre d'affaires, cette fois-ci on est en UCD et on est descendu à un degré de granularité inférieur puisqu'on est à la semaine. Là, on s'aperçoit que globalement, quand on compare les 35 premières semaines de 2020 aux 35 premières semaines de 2019, on a une situation qui est quand même à la baisse en UCD. Pendant la période avant Covid, on était assez stable à 0%. La période Covid, les premières semaines entre la semaine 13 et la semaine 20, on était également stable avec des produits qui ont très fortement progressé, des produits qui avaient très fortement régressé. Ensuite, à partir de la semaine 21 et jusqu'à la semaine 35, on a une situation qui est assez
nettement à la baisse, puisque on a une période à moins 18% jusqu'à la semaine 26, et après, depuis le mois de juin, globalement sur mi-juin jusqu'à fin août, on a une légère reprise, mais à moins 7%. Alors, il y a eu des produits à fort volume qui ont fortement baissé sur ces périodes-là et qui sont responsables de la situation. Mais néanmoins, on a une petite tendance à l'amélioration, même si la situation est négative sur ces dernières semaines. Alors maintenant, qu'en est-il sur l'oncologie à l'hôpital? Donc à l'hôpital, on voit que globalement, l'oncologie s'est plutôt bien porté en chiffre d'affaires sur cette période. On avait eu la période avant Covid où on avait de très très fortes évolutions de l'ordre de plus 13, plus 15, plus 33%. Ensuite, on a eu bien entendu pendant la période Covid avec un ralentissement quand même très fort des services d'oncologie, donc avec des involutions de l'ordre de moins 4% sur ces 2 mois, et une reprise après, à partir du mois de juin, plus 19% au mois de juin, plus 12% en juillet, qui correspondent à la fois un peu à la reprise de l'activité et la reprise du retard qui avait été enregistré, et puis également, bien entendu, quand même la dynamique de ce segment. Quand on regarde la situation au niveau des laboratoires pour l'oncologie, on voit que MSD est le laboratoire qui a la plus forte progression et avec une implantation extrêmement forte. Ensuite, on retrouve également des laboratoires comme Janssen, Pfizer, Gilead, Novartis ou Sanofi avec une part de marché qui est moins forte, mais qui sont des laboratoires plutôt très dynamiques. BMS maintient son activité au niveau de celle du marché. En revanche, on a des laboratoires qui, eux, ont une involution par rapport à celle du marché. Là, on retrouve Roche, on retrouve Celgene, des labos comme les génériqueurs, Biogarant, Teva, Mylan, d'autres laboratoires aussi comme Accor, comme Lilly ou autres, qui sont en involution sur cette période. Donc, certains laboratoires ont tiré leur épingle du jeu grâce à des produits majeurs qu'on a pu voir tout à l'heure qui ont fortement progressé, et d'autres qui ont souffert sur cette période et qui ont une contribution négative à l'évolution du marché. Donc voilà pour ce bilan hospitalier et surtout pour cette présentation. Avec David, on vous remercie de votre présence, de votre assiduité aussi à nos ateliers. Désolé pour les problèmes techniques qu'on a pu rencontrer au cours de cette présentation. On ne manquera pas de les résoudre pour la prochaine édition et on vous informera très rapidement de la date du prochain atelier. Merci à tous et bonne journée.